Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des capsules destinées aux muscles squelettiques striés, alors je vous propose un problème scientifique qui va vous permettre bien évidemment d'améliorer encore une fois vos connaissances et vos compétences concernant ce chapitre. Alors je vais vous lire l'énoncé du problème. Je vous laisse le temps de le relire avant de voir la résolution. Pour étudier le mécanisme de la contraction musculaire, on propose les données suivantes. Alors nous allons réaliser une série d'expériences. Expérience 1. On injecte à une fibre musculaire une substance appelée écorine qui donne en présence du calcium une luminosité, puis on excite la fibre musculaire, on remarque qu'elle devient lumineuse, puis elle se contracte. Le document 1 que vous avez devant vous présente l'intensité lumineuse ainsi que la contraction de la fibre. Alors bien évidemment, il suffit de voir le document 1. Question. Expliquez l'absence de la luminosité dans la fibre avant l'excitation malgré la présence de l'écorine. 2. Établir une relation entre l'excitation et la luminosité émise par la fibre pendant cette expérience. La contraction représente l'activité mécanique de la fibre, alors que la luminosité émise représente son activité chimique. Question. En exploitant le document 1, ordonnez les deux activités en justifiant la réponse. Alors, nous allons réaliser l'expérience 2. Dans cette expérience, on isole des myofibrilles dans un milieu convenable, puis on ajoute des ions calcium et l'ATP. Les myofibrilles se contractent. Question, ou plutôt l'expérience numéro 3. On refait l'expérience 2, mais après avoir ajouté une substance qui inhibe l'hydrolyse d'ATP et une autre substance qui inhibe la libération des ions calcium, on remarque que les myofibrilles ne se contractent plus. Question. Déduire d'après les expériences 2 et 3 les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Le document 2 représente les étapes de la transformation de l'énergie au niveau des actines et myosines de la myofibrille, ou plutôt de la myofibre. Question numéro 5. En exploitant le document 2, extraire les trois formes d'énergie et leur relation avec la contraction musculaire. Pour déterminer les phénomènes accompagnant la contraction musculaire, on excite un muscle squelettique, puis on enregistre la chaleur émise.
Le document 3 présente les résultats obtenus Question numéro 6. Comparez les deux enregistrements, puis expliquez les différences observées. Pour la figure numéro 1. Question numéro 7. Analysez les résultats de la figure 2 du document 3 et déduire l'origine de chaque chaleur. Le document 4 présente les différentes voies de régénération d'énergie. Question numéro 8. Exploitez le document 4 et déterminez la succession chronologique des voies métaboliques responsables de la régénération d'énergie et leur relation avec les chaleurs dégagées pendant la contraction musculaire. Alors, comme je vous ai toujours conseillé, donc il faut relire une deuxième fois tout le problème scientifique, essayez bien évidemment de dégager les données de base qui vont vous permettre de répondre à toutes les questions proposées. Alors voilà, nous allons procéder à la résolution du problème. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors donc, répondons à la première question concernant l'expérience numéro 1. La question était: expliquer l'absence de la luminosité dans la fibre avant l'excitation malgré la présence de l'écorine. Alors comme vous pouvez remarquer sur le premier graphe, donc ce qui correspond à l'excitation, donc là c'est une contraction musculaire, et dans le graphe d'en bas, il présente l'intensité lumineuse émise. Alors, comment on va expliquer l'absence de la luminosité dans la fibre? Alors, bien évidemment, c'est très simple. L'absence de la luminosité est expliquée tout simplement par l'absence des ions calcium. Donc, on peut proposer une autre explication, tout simplement, au moment de l'excitation, les ions calcium ne sont pas encore libérés, donc ils sont encore absents, ce qui explique l'absence de la luminosité observée. Alors, pour la question numéro 2, établir une relation entre l'excitation et la luminosité émise par la fibre pendant cette expérience. Alors, bien évidemment, on peut observer toujours, quand on excite la fibre musculaire, alors il libère du réticulum sarcoplasmique du calcium qui va se fixer sur l'écorine et va donner une luminosité. Donc voilà en ce qui concerne la relation entre l'excitation et la luminosité. Alors voilà la réponse concernant la première et la deuxième question. Alors comme j'ai dit, pour l'explication de l'absence de la luminosité dans la fibre, on explique l'absence de la luminosité bien évidemment par l'absence du calcium. Alors pour la question numéro 2, la relation entre l'excitation et la luminosité. Quand on excite la fibre musculaire, elle libère du calcium qui se fixe sur l'écorine
et donne une luminosité. Alors, concernant la troisième question, en exploitant le document 1, alors ordonnez les deux activités en justifiant la réponse. C'est-à-dire, il faut bien évidemment les classer, les ordonner. Alors, on peut dire bien évidemment toujours à partir des deux graphes, on remarque que les deux temps de latence ne sont pas les mêmes, comme vous pouvez le voir. Le temps de latence de l'excitation est beaucoup plus long que celui de l'intensité lumineuse émise. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Bien évidemment, on remarque que celle de l'activité chimique, celle-là, qui correspond à la libération des ions calcium, est plus courte comparée à celle de l'excitation. Donc, on peut dire que l'activité chimique, c'est-à-dire la libération des ions calcium par le réticulum endoplasmique, précède la contraction musculaire représentant l'activité mécanique, tout simplement. Alors là, voilà la réponse proposée. Donc, en comparant les deux temps de latence, on remarque que celle de l'activité chimique qui correspond à la libération des ions calcium est plus courte que celle relative à l'activité mécanique qui correspond à la contraction musculaire. Donc, l'activité chimique, c'est-à-dire la libération des ions calcium par le réticulum endoplasmique, précède la contraction musculaire représentant l'activité mécanique. Alors, pour la question numéro 4, donc déduire d'après les expériences 2 et 3 les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Bien évidemment, il faut revoir l'expérience 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que la contraction des myofibrilles nécessite la présence des ions calcium et de l'ATP à la fois. Mais un seul des deux éléments est insuffisant, c'est-à-dire quand on inhibe l'un ou l'autre, on remarque que les myofibrilles ne se contractent plus. Alors voilà la question proposée pour la question numéro 4. Les conditions nécessaires à la contraction musculaire. La contraction des myofibrilles nécessite la présence des ions calcium et l'ATP à la fois. Mais un seul des deux éléments est insuffisant. Alors, en ce qui concerne la question numéro 5, en exploitant le document 2, extraire les trois formes d'énergie et leur relation avec la contraction musculaire. Alors, comme vous pouvez voir, concernant le document 2, donc ce sont les différentes étapes qui représentent les étapes de contraction de la contraction musculaire. Alors, on peut tout simplement dire, en exploitant le document 2, que ce document met en évidence trois formes d'énergie. Une énergie mécanique, une chimique et une calorifique. Alors, l'énergie chimique, il est sous forme d'ATP. Quand elle est hydrolysée, il libère une énergie sous forme de chaleur. Alors donc, concernant cette question numéro 5, l'exploitation du document 2, le document met en évidence trois formes d'énergie, une mécanique, la seconde chimique et la troisième est calorifique. L'énergie chimique est sous forme d'ATP. Quand il est hydrolysé, il libère une énergie sous forme de chaleur
Et bien évidemment, une autre partie, il est absorbé par l'été de myosine pour le rendre comme énergie mécanique, appelée encore le travail musculaire. Alors, pour la question numéro 6, comparer les deux enregistrements puis expliquer les différences observées. Alors, nous allons comparer bien évidemment les deux enregistrements, 1 et 2 de la figure 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? Alors, les deux enregistrements diffèrent par leur amplitude, comme vous pouvez le voir, et bien évidemment par leur durée. Alors, le premier, celui-là correspond à une secousse musculaire obtenue à une seule excitation, ce qui explique bien évidemment sa faible amplitude et sa courte durée. Le second enregistrement est obtenu suite à deux excitations successives. On obtient alors une fusion complète de deux secousses musculaires, ce qui explique la longue durée et la grande amplitude. Voilà l'explication ou la comparaison des deux enregistrements. Alors voilà ce qu'il faut tout simplement écrire concernant la comparaison des deux enregistrements. Les deux enregistrements diffèrent par leur amplitude et leur durée. Le premier est une secousse musculaire obtenue suite à une seule excitation, ce qui explique sa faible amplitude et sa courte durée. Le second enregistrement est obtenu suite à deux excitations successives. On obtient alors une fusion complète de deux secousses musculaires. Ceci explique la longue durée et la grande amplitude du second enregistrement. Alors, pour la question numéro 7, analysez les résultats de la figure du document 2. La figure 2, donc c'est celui-là, du document 3, et déduire l'origine de chaque chaleur. Alors, donc, d'après l'analyse de la figure 2 du document 3, on remarque qu'en milieu aérobie, on a deux chaleurs qui sont libérées. Alors, donc, une chaleur initiale et une chaleur retardée. Alors qu'en milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, comme on peut le remarquer, donc, seule la chaleur initiale est libérée. Alors donc, pour déterminer l'origine de chaque chaleur, on peut dire que les réactions métaboliques anaérobies sont à l'origine de la chaleur initiale et les réactions aérobies sont à l'origine de la chaleur retardée. Alors donc voilà ce qu'il faut tout simplement rédiger concernant l'analyse des résultats de la figure 2, document 3. En milieu aérobie, on remarque deux chaleurs qui sont libérées, à savoir la chaleur initiale et la chaleur retardée. Mais en milieu anaérobie, seule la chaleur initiale est libérée. Donc, les réactions métaboliques sont, dans le milieu anaérobie, sont à l'origine de la chaleur initiale et les réactions aérobies sont à l'origine de la chaleur retardée. Alors donc, juste pour rappeler, concernant les réactions métaboliques anaérobies, à savoir la fermentation,
l'hydrolyse, bien évidemment, de la phosphocréatine sont à l'origine de la chaleur initiale. Quant à la chaleur retardée, bien évidemment, ce sont les voies métaboliques respiratoires. Alors, concernant la dernière question numéro 8, alors donc là, nous avons le document 4 qui présente les différentes voies de régénération de l'énergie. Alors, donc la question était de exploiter le document 4 et déterminer la succession chronologique des voies métaboliques responsables de la régénération d'énergie et leur relation avec les chaleurs dégagées pendant la contraction musculaire. Alors, comme vous pouvez voir, on peut parfaitement partir de la première courbe. Alors là, on assiste au début à une diminution de la phosphocréatine qui est donc la première voie métabolique régénérant l'ATP. En même temps, commence une augmentation de la courbe de la dégradation anaérobie du glucose qui correspond à la fermentation, qui atteint son maximum vers les 40 secondes. On peut parfaitement déterminer le temps, 40 secondes. Et enfin, commence bien évidemment la voie de l'oxydation du glucose qui intervient en dernier lieu, atteint son maximum vers les 2 minutes. Donc voilà l'exploitation du document 4. Alors voilà ce qu'il faut proposer comme réponse concernant la question numéro 8, exploitation du document 4. On assiste au début à une diminution de la phosphocréatine, qui est donc la première voie métabolique, régénérant l'ATP. En même temps, commence une augmentation de la courbe de la dégradation anaérobie du glucose, c'est la fermentation, qui atteint son maximum vers 40 secondes. Et enfin, c'est la voie de l'oxydation du glucose qui intervient en dernier lieu et atteint son maximum à la 2e minute. Ben voilà mes chers élèves, donc j'espère que ce problème, comme toujours, va vous apporter un plus pour vos préparatifs. Alors, toujours, je compte sur votre soutien, votre appui à votre chaîne Fardari Channel. Je vous souhaite toujours une bonne continuation. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.